d'État de Birmanie, Min Aung Hlaing, le Premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, le Premier ministre de la Mongolie, M. Oyun Erdene, le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la Chine, Li Jianshu, modérateur de la session plénière, Ilya Doronov. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de voir tout le monde, même si les conditions de temps ont été pas à la hauteur, mais c'est très bien de vous voir tous ici. En me préparant à la modération dans le cadre de cette session, j'ai regardé les précédentes sessions plénières et une chose m'est venue à l'esprit assez surprenante, c'est que, imaginez-vous, en 2019, avant Covid, il y avait moins de participants de la plénière qu'aujourd'hui. Maintenant, nous avons avec nous sur scène 5 personnes et on aura encore 3 vidéos, 3 messages vidéo. Donc, les gens qui sont là et ceux qui ont envoyé représentent les intérêts de plus de 3 milliards de personnes. Imaginez-vous les chiffres. Pourtant, nous comprenons tous que le monde a changé et le monde 2022, ce n'est pas du tout le monde de 2021. Avant, on parlait plutôt de la pandémie de Covid. Maintenant, on discute plutôt de ce qui se passe en Ukraine, des combats, de la crise économique mondiale qui arrive. Et dans beaucoup de pays actuels qui n'ont pas l'habitude à voir cela, on voit l'inflation qui dépasse 10%, on voit des changements de gouvernement. Il y a des pays qui se préparent à une crise énergétique, d'autres à une crise économique. Et pour la Russie, le monde s'est divisé en pays amis et pays qui ne sont pas amis. C'est que à l'Est, actuellement, il y a beaucoup plus de pays amis pour nous. Voilà pourquoi le rôle de l'Extrême-Orient devient plus important. Il faut probablement reviser la situation de l'Extrême-Orient. C'est une porte de l'entrée en Russie pour les pays de l'Est. Aujourd'hui, nous allons discuter pour savoir si la région est prête à ces changements rapides sur la voie d'un monde multipolaire. C'est le titre de notre session. Je salue encore une fois tous ceux qui sont dans la salle, tous ceux qui sont sur scène. Monsieur Sangbeinou, Monsieur Bingalaba, Monsieur Baradis, bonjour. Et Monsieur Poutine, je vous donne la parole en premier. Merci. Chers invités, cher Monsieur Min Aung Hlaing, cher Monsieur Pachinian, cher Monsieur Oyun Erdene, cher Monsieur Li Jianshu, Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous saluer tous ici et vous remercie d'être venus au Forum économique oriental. La Russie, Vladivostok, accueille une nouvelle fois les dirigeants politiques, les responsables des milieux d'affaires, les responsables politiques, des responsables administratifs de plusieurs pays, de nombreux pays ici. Nous serons aussi en ligne avec Narendra Modi, avec M. Ismail Sabri Yaakob et M. Famintin. Je suis heureux que toutes ces personnes aient trouvé le temps de travailler avec nous, selon la tradition, sur cette plateforme du Forum oriental. Nous discutons des projets, des initiatives qui ont une très grande importance pour le développement de la région extrême-orientale de notre pays. Dans le cadre de la coopération avec l'Asie et toute la zone Asie-Pacifique, comme avec nos amis et nos partenaires traditionnels, mais aussi avec tous les pays avec lesquels il y a un dialogue entre la Russie et ces pays. Nous allons donc discuter de grands projets internationaux et c'est encore une fois la possibilité de discuter de la situation dans le monde, des grandes tendances qui se dessinent et des risques qui se présentent. L'année dernière, nous avions eu ce forum après la pause qui nous avait été imposée à la suite de l'épidémie et tous les spécialistes étaient bien d'accord sur le fait que la vie des affaires avait repris et que toutes les restrictions nées au
Covid faisait partie déjà des habitudes. Il y a d'autres défis qui se sont présentés, des menaces qui apparaissent pour l'ensemble du monde. Et ce que je veux dire, c'est la fièvre des sanctions occidentales et toutes les tentatives agressives d'imposer à d'autres pays un modèle de comportement en faisant infraction au respect de la souveraineté. Et ça, c'est la politique qui est menée par les pays occidentaux depuis des dizaines d'années. Mais le catalyseur qui fait que cette situation, notamment cette politique de SAP menée par les États-Unis, c'est en fait l'incapacité des élites occidentales à voir des faits objectifs. Nous avons parlé ces derniers temps de tout ce système des relations internationales qui connaît des processus qui sont irréversibles. Ce sont des changements tectoniques. Donc on a ici les pays qui sont dynamiques dans toutes les régions du monde qui veulent s'impliquer dans ces processus et ce sont notamment les pays de la région Asie-Pacifique qui veulent assurer une croissance, trouver un moyen d'attirer du personnel, des investissements, des technologies. Et les responsables de tous ces pays cherchent, alors que les pays occidentaux cherchent à défendre leurs seuls intérêts. Et en imposant leurs propres règles qu'ils ont eux-mêmes écrites et qu'ils enfreignent eux-mêmes régulièrement, changeant constamment ces règles en fonction de la conjoncture qui les agente. Et donc, quand d'autres pays ne veulent pas se soumettre, alors des sanctions leur sont imposées. Et ces décisions sont souvent des décisions qui sont tout à fait à court terme, à courte vue, du point de vue économique. Et toutes ces décisions vont à l'encontre des intérêts des pays. D'ailleurs, notamment aussi des habitants de ces pays eux-mêmes. Quand on voit à quel point les élites occidentales sont détachées de la réalité de la vie de leurs propres citoyens. On voit que le niveau de vie, la stabilité, tout ça est piétiné par les sanctions occidentales, sous les ordres donnés par Washington au nom de la fameuse unité atlantique et qui est en fait une ingérence dans les affaires intérieures de beaucoup de pays. Un certain nombre de grandes entreprises ont déclaré leur volonté de quitter le marché russe parce qu'elles disaient qu'elles souffriraient plus si elles restaient. Or, là, on voit que dans l'Europe, même un certain nombre de centres de production se ferment les uns après les autres et les milieux d'affaires veulent reprendre des relations avec la Russie. La capacité, la compétitivité de ces entreprises baisse et la plupart de ces entreprises se trouvent maintenant privées de matières premières et tout simplement de débouchés à l'international. Et donc si cette niche des affaires européennes, tant sur le plan continental que sur le plan mondial, connaît aujourd'hui des perturbations qui font que leurs protecteurs américains se servent de ces niches pour promouvoir leurs intérêts. Il faut bien savoir que les Américains ne se limitent jamais en rien du tout. Ils cherchent toujours à satisfaire leurs objectifs. Et on voit dans l'histoire que la plupart des pays occidentaux ont finalement sapé le propre tissu industriel qu'ils avaient construit eux-mêmes pendant des dizaines, des centaines d'années. On voit aussi cette politique sur le plan monétaire, sur le plan des paiements, et petit à petit, on voit quand même une volonté de sortir du système compromettant d'utilisation d'une monnaie qui se montre de moins en moins viable. Et on voit justement les États-Unis, la statistique qui montre que le nombre de règlements en dollars ne fait que baisser. Je noterai ici que Gazprom et son partenaire chinois ont justement décidé de passer au rouble et au yuan pour les paiements des livraisons de gaz. J'ajouterai que les décisions à courte vue des Occidentaux ont encouragé l'inflation
Aujourd'hui, l'inflation bat des records déjà anciens dans les économies développées. Et tout le monde sait très bien que, mais en tout cas, je le répète, c'est que au mois de juillet, l'inflation était à 8,5% aux États-Unis. Chez nous, elle était à 14 et quelques, mais en tout cas, contrairement à ce qui se passe dans les pays occidentaux, elle tend à descendre, alors que dans les pays occidentaux, elle ne fait qu'augmenter. Et je pense que les résultats à la fin de l'année nous montreront des valeurs autour de 13%, mais d'après les experts, on devrait avoir des valeurs plus honorables vers 5-6% dans le premier semestre de l'année prochaine. Nous verrons. En tout cas, c'est une tendance que nous observons et qui est positive pour nous. Quand on voit ce qui se produit dans les pays occidentaux, 7,9% en Allemagne, 9,9% en Belgique, 20,9% dans les pays baltes et même 25% en Estonie. Donc on voit que l'augmentation des prix sur les marchés internationaux constitue une véritable difficulté pour les pays les plus pauvres qui aujourd'hui se retrouvent privés de ressources, de produits alimentaires et de produits de première nécessité. Je vais donner des chiffres qui montrent le danger de ce problème. C'est que en 2019, d'après l'ONU, 135 millions de personnes ressentaient un besoin grave en besoins alimentaires. Aujourd'hui, on est au double avec 345 millions de personnes dans le besoin. Et aujourd'hui, les pays les plus pauvres perdent l'accès aux biens alimentaires de première nécessité puisque les pays occidentaux ont racheté en grand volume les réserves, ce qui a fait augmenter les prix. Un exemple, la plupart des navires, vous savez qu'il y a eu des difficultés pour se mettre d'accord sur la nécessité d'assurer la sortie des céréales ukrainiennes et pour le bien des pays les plus pauvres. Et évidemment, nous ne pouvions pas ne pas répondre à cet appel et nous avons fait tout ce qui était possible pour que les céréales ukrainiennes puissent sortir du pays, effectivement. Et j'ai discuté avec les responsables de l'Union africaine, avec les dirigeants de certains pays africains, et je leur avais promis que nous ferions tout pour défendre leurs intérêts et assurer donc cet acheminement des céréales ukrainiennes. Nous l'avons fait avec la Turquie. Nous l'avons fait. Le résultat, c'est quoi? Je vous rends compte, chers collègues. Le résultat, c'est que si on met de côté la Turquie comme pays intermédiaire, c'est-à-dire que toutes les céréales toutes les céréales d'Ukraine ne vont pas dans les pays en développement, mais dans l'Union européenne. D'après le programme alimentaire de l'ONU, qui donc justement apporte des aides pour les pays les plus pauvres, il y a eu seulement 2 navires qui sont arrivés dans les pays les plus pauvres. Je le souligne. C'est 2 navires sur 87. Il y a eu 60 000 tonnes de produits sur les 2 millions qui ont été apportés à ces pays les plus pauvres. Ça représente 3% qui vont vers les pays en voie de développement. Et là, je tiens à dire que, comme beaucoup de pays occidentaux européens le disent, pendant des dizaines d'années, qui agissaient comme colonisateurs, ils continuent à le faire. Mais ils nous ont trompés une nouvelle fois. Les pays développés trompent le reste du monde. Et dans cette démarche, c'est un problème alimentaire qui, malheureusement, va se développer et s'aggraver. Et pour nous, c'est un grand regret. Et on arrive à une catastrophe humanitaire. Et il s'agit ici de réfléchir, peut-être de limiter l'acheminement de ces céréales. Et je vais en discuter avec le président turc, M. Erdogan, puisque c'est nous qui avions élaboré ce mécanisme d'évacuation des céréales ukrainiennes. Encore une fois, pour aider les pays les plus pauvres. Et qu'est-ce qui se passe dans la pratique? C'est le contraire. Encore une fois, je le souligne, dans cette situation, les démarches irresponsables des États-Unis, mues par des préoccupations illusoires pour défendre leurs propres intérêts, d'autant plus que les gens qui sont
en dehors du fameux milliard d'or, pour eux, ceux qui sont dehors, c'est vraiment, ça passe vraiment au deuxième plan. Et là, on arrive dans une impasse sociale et économique avec des conséquences qui sont prévisibles pour le monde entier. Chers collègues, la Russie gère la situation, elle maîtrise les conséquences de l'agression menée par les pays occidentaux sur le plan économique et social. Elle soutient sa stabilité économique et monétaire. Le niveau de chômage arrive à un minimum historique à moins de 4%. Les prévisions dans les milieux d'affaires sont bien plus positives qu'au début du printemps. Ce que je voudrais noter, c'est que oui, dans l'ensemble, la situation économique s'est stabilisée, mais bien évidemment, il y a des problèmes qui restent selon les régions, selon les secteurs et dans certaines entreprises, notamment dans celles qui étaient dépendantes des livraisons des pays orientaux, des pays européens, pardon, et qui ont livré là-bas. Donc, aujourd'hui, l'État propose un certain nombre de mécanismes ciblés pour ces entreprises. Et une des priorités de l'économie russe aujourd'hui, c'est d'assurer une stabilité de ces entreprises. Et en fait, dans la réalité, quasiment chaque jour, nous travaillons là-dessus avec le gouvernement. Il y a des éléments de stabilisation qui sont employés, mais nous comprenons bien les risques qui se présentent aujourd'hui et tout cela est au cœur de notre attention. La Russie est un pays souverain et nous défendrons toujours nos intérêts nationaux en prenant notre propre politique. Et nous apprécions cette qualité chez nos partenaires qui, depuis de nombreuses années, nous montrent la fiabilité, la responsabilité de leur démarche dans les questions d'investissement. Et notamment, ce sont les pays de la région Asie-Pacifique. Et la plupart des pays de cette région ne sont pas entrés dans la logique des sanctions, mais ont tenu à préserver des relations qui se basent sur le principe de coopération et de respect des intérêts mutuels pour le bien-être de nos populations. Et là, il y a effectivement un très grand nombre d'avantages qui entrent dans le développement, pour le bien du développement économique, avec une certaine stabilité sur les marchés internationaux. Vous le savez très bien, mais je vous le rappelle, ces dernières années, le PIB des pays orientaux a en moyenne augmenté de 5%, alors que la moyenne mondiale est autour de 3% et dans l'Union européenne de 1,3%. Donc cette tendance, il faut qu'elle se poursuive. Et c'est inévitable, elle va continuer à se développer de cette façon. Et le volume de nos échanges va augmenter. Cela va représenter à peu près 50% des échanges mondiaux et cette tendance va se confirmer. Ce qui est important pour la Russie, c'est que ces liens économiques avec la région Asie-Pacifique puissent aussi contribuer au développement de la région extrême-orientale de la Russie et améliorer le niveau de vie de la population, réunir des conditions de qualité, de travail, de production. Et dans l'extrême-orient russe, il y a aujourd'hui des mesures fiscales et administratives de préférences fiscales qui ont été prises et qui sont absolument uniques et qui sont tout à fait significatives, même au niveau mondial, notamment pour les biotechnologies, la chimie et les industries propres. Le volume de cette production industrielle a augmenté d'1/4 ces dernières années, ce qui est à peu près d'1/3 pour l'ensemble du pays. Donc, c'est ce développement de la production industrielle dans l'Extrême-Orient dépasse même l'ensemble de ce développement pour l'ensemble du pays. Et donc, nous utilisons de nouvelles technologies, des soutiens de l'État pour faire en sorte que la compétitivité des entreprises soit assurée pour nos milieux d'affaires. Nous mettons en place des mécanismes de soutien territorial pour les régions à fort potentiel de développement, mais nous travaillons aussi avec d'autres pays en cherchant à créer un climat aussi bénéfique que possible pour les entreprises sur le plan industriel, sur le plan
technologique et fiscale pour assurer le développement de la valeur ajoutée. Cela est particulièrement important, c'est notamment l'accès aux matières premières, la mise en place de nouvelles chaînes de logistique dans la coopération. Et aujourd'hui, c'est le seul pays, aujourd'hui la Russie, qui peut s'assurer complètement son approvisionnement en matières premières, qu'il s'agisse des produits d'hydrocarbures, en métal, différents minerais. Et cette région de l'Extrême-Orient est très importante sur le plan intérieur comme sur le plan du travail que nous faisons avec nos partenaires étrangers. Donc il y a des programmes d'appropriation intelligente du gaz et des ressources naturelles, et le développement de ce travail fait sur les ressources naturelles est d'abord visé sur le développement intérieur en Russie, mais aussi pour que cela puisse assurer une augmentation des revenus pour les citoyens. Nous prenons des mesures pour résister justement aux mesures agressives qui ont été prises contre notre pays. Et nous, donc, développons cette politique d'exploitation de nos ressources naturelles. Nous avons identifié toutes les orientations stratégiques dans ce domaine et nous avons donc une stratégie générale nationale qui a été renouvelée, mise à jour à l'horizon 2050. Une attention particulière doit être accordée au développement des minerais insuffisamment développés comme le titane, manganèse, etc., qui sont utilisés dans l'industrie métallurgique et l'industrie chimique pour la microélectronique, l'aéronautique et d'autres secteurs qui ont besoin de ces vecteurs d'énergie. Je vous demande de regarder aussi dans le domaine des bioressources, où nous avons ici un mécanisme de quotas d'investissement, et ici il faut avoir une croissance équilibrée des opportunités, des capacités industrielles, et de faire en sorte que les infrastructures au niveau des régions soient en adéquation avec ces objectifs. Le développement des bioressources doit être en priorité orienté vers le développement des territoires ruraux, améliorer l'emploi, l'accès à la santé pour la population et son niveau de vie général. Nous en avons beaucoup parlé. Ensuite, ces dernières années, en Russie, de grands plans de développement des infrastructures de transport ont été lancés avec des ports, des ponts et d'autres structures de génie civil. Et les décisions que nous avons prises au bon moment, dans les conditions actuelles, auront l'avantage de pouvoir redévelopper les structures, la chaîne logistique qui assure donc tous ces échanges, et je propose donc justement de faire en sorte de favoriser ces relations prévisibles pour les affaires. Et le volume total du fret dans les ports russes en 7 mois n'a quasiment pas été réduit et est resté au même niveau qu'au début de l'année. C'est à peu près 400 millions de tonnes et c'était à peu près la même valeur l'an dernier, c'est quasiment la même chose. Ici, dans l'extrême-orient russe, il y a un véritablement boom logistique, et ce qui fait que les spécialistes travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ce que je voudrais dire, si certains ont voulu isoler la Russie, et ils ont toujours parlé, il faut bien qu'ils comprennent, ce n'est pas possible. Il suffit simplement de regarder la carte, utiliser nos avantages. Nous allons continuer à développer notre potentiel des transports sur le plan routier, sur le plan ferroviaire, sur le plan des terminaux maritimes. Nous allons augmenter leur capacité. Et au cœur de notre attention, comme je dis, bien évidemment, ce qui est important, ce sont les infrastructures dans cette direction, dans ce secteur extrême oriental de la Russie. Nous avons parlé
aussi de la mer Noire et nous n'allons pas oublier cette direction, évidemment. Mais les entreprises russes qui travaillent avec l'Inde, l'Iran, les pays d'Afrique, et on a besoin justement d'organiser des échanges de livraison avec ces pays et à l'horizon 2030, le volume de par toutes ces artères devrait augmenter de 60%, donc d'ici 2030. Et donc c'est une prévision tout à fait réalistique. Et parvenir à ces résultats, cela correspond à la feuille de route que nous avons rédigée. Et cela permettra de mettre en place tout un système de coordination, de modalités de passage, d'échange à travers les différents nœuds infrastructurels. Parallèlement à cela, à part ces corridors de transport, il y a aussi le développement poursuivi du réseau ferroviaire de notre pays, mais il y a aussi les transports maritimes avec la conquête de l'océan Arctique pour développer la route arctique justement, et cela est très important avec une navigation toute l'année. Nous avons lancé de nouveaux brise-glaces qui permettent de le faire déjà maintenant. Cette année, nous avons lancé le premier itinéraire de conteneurs entre la partie occidentale et le Kamtchatka dans la partie arctique en toute sécurité. Mais je tiens à noter que la question n'est pas seulement de permettre le passage des bateaux dans l'Arctique et de relier les deux extrémités de notre pays, mais en même temps, il faut faire que chaque port, il y ait l'ensemble des services de traitement du fret qui soient faits de façon rythmique et de façon fiable. Et en l'occurrence, tous les points concernés par cet itinéraire bénéficieront davantage pour le traitement du fret. Et c'est notre objectif. Le gouvernement a déjà validé sur l'ensemble de cet itinéraire en 2035 un certain nombre de programmes, ce qui correspond à plus de 1000 milliards de roubles qui sont investis. Et aujourd'hui, nous sommes à 35 millions de tonnes. Nous voulons arriver à 220 millions de tonnes. La question clé, c'est évidemment la base de fret qui va dans un sens, c'est-à-dire vers l'extrême-orient, aussi bien que dans l'autre sens, avec des tarifs. Et je demande au gouvernement de travailler soigneusement cette question. Donc, un autre thème du développement de l'extrême-orient russe, c'est l'aéronautique. Il y a la possibilité de connecter toutes les régions, non seulement de la Russie avec d'autres pays, mais au sein de la Russie, avec un plus grand nombre de destinations au sein du pays et dans d'autres pays asiatiques. Et donc, nous avons mis en place une entreprise aéronautique qui gère tout cela avec plus de 392 destinations, avec des subsides pour certaines destinations. Le nombre d'itinéraires doit dépasser 430. Et en regardant ce qui se passe aujourd'hui dans la pratique, nous voyons que ces itinéraires sont très demandés. Et tous ces objectifs font que nous devons développer le parc aéronautique avec l'augmentation du nombre d'avions et notamment pour les lignes à courtes distances. Et il y a aussi le développement de ce que nous appelons la petite aviation, c'est-à-dire l'aviation légère. Et donc les grandes entreprises, les grandes compagnies avec Aeroflot ont aujourd'hui formulé un paquet de commandes avec 500 avions de fabrication russe. Et l'accord qui a été signé entre la grande corporation d'État et l'Aeroflot, autant que je sache, a été signé en marge justement de ce forum économique oriental et avec des chiffres impressionnants qui dépassent 3 000 milliards de roubles. Et cela, ce sera une stimulation très importante pour nos entreprises
Et notamment, cela va être bénéfique pour l'ensemble des secteurs industriels mixtes voisins, avec aussi une formation de personnel, des ingénieurs et toutes les spécialités de l'aéronautique. Ici, j'ajouterais aussi que nous avons pris la décision de travailler sur un autre point important du développement de l'Extrême-Orient russe, c'est l'aviation sanitaire et médicale, notamment pour desservir les zones éloignées. Nous avons augmenté, nous avons doublé le financement avec un plus grand nombre de vols et notamment les services seront assurés plus rapidement. Chers amis et collègues, toutes les décisions que nous avons prises en matière économique, sociale, tous ces mécanismes que nous avons mis en œuvre dans l'Extrême-Orient russe sont orientés vers l'essentiel. C'est que cette région soit véritablement attractive pour y vivre, pour y étudier, pour créer de nouvelles familles, pour qu'il y ait plus d'enfants qui naissent. Quelques initiatives importantes ont été lancées dans cet ensemble de paquets de mesures. Il y a notamment l'amélioration des conditions de vie, les constructions dans les milieux ruraux. Je vous rappelle que l'an dernier, on avait fixé comme objectif de mettre aussi la construction de logements dans les villes et tout cela, tous ces centres administratifs qui ont été mis en place représentent 50 000 personnes et aussi dans la région du Baïkal vers le fleuve Amour. C'est tout un ensemble de mesures qui sont prises de façon globale pour le développement des localités, pour le confort de la population, la modernisation des infrastructures, la création d'espaces de développement. Et sur le plan économique, donc, il y a donc des modèles d'affaires qui sont mis en place avec l'élaboration d'un certain nombre de plans de développement et il y a 17 villes et agglomérations qui donc justement ont des plans généraux d'amélioration et nous avons parlé avec les responsables locaux. Encore une fois, je vous demande d'apporter le plus d'aide pour l'ensemble de ces plans généraux, de ces plans de masse qui sont développés pour ces localités. C'est très important d'utiliser les outils de la concession de l'Extrême-Orient, des crédits budgétaires d'infrastructures et des obligations d'infrastructures. Parce que pour ces programmes, il faut définir les lignes limites pour l'Extrême-Orient. Parce que ces subventions doivent être utilisées pour développer les territoires, les terrains, aussi bien pour le desservissement d'infrastructures, aussi pour la mise à jour des réseaux existants, aussi bien que des communications. J'aimerais rajouter que récemment, pendant le forum économique de Saint-Pétersbourg, j'ai passé la consigne de fournir 10 milliards de plus pour améliorer les villes russes et en plus 5 milliards de roubles en plus seront ciblés pour améliorer les conditions de vie de l'Extrême-Orient pour les localités avec le nombre d'habitants qui dépasse 50 000. Et dans le cadre de nos programmes de développement d'infrastructures, nous devons prévoir des ressources pour moderniser les infrastructures des cités de l'Extrême-Orient. J'ai déjà passé la consigne et je demande qu'il soit exécuté le plus vite possible. Les limites ciblées doivent être fixées par le budget fédéral pour les 3 ans à venir. Qu'est-ce que j'aimerais signaler en plus? Nous devons accroître les volumes de la construction des résidences à l'Extrême-Orient. En plus, en utilisant tout d'abord les technologies vertes dans la construction. Dans l'année en cours, nous avons lancé le programme du quartier de l'Extrême-Orient dans le cadre duquel les constructeurs pourront utiliser les technologies de développement avancées, y compris les avantages fiscaux, ce qui permettra de réduire les coûts des appartements prêts et ce qui va améliorer la disponibilité des appartements pour les citoyens. D'ici vers 2030, il est prévu de mettre en service 2,5 millions de mètres carrés pour les citoyens. Je demande au ministère et les dirigeants de l'Extrême-Orient d'organiser les premières compétitions et de sélectionner les premiers constructeurs pour entamer la conception et la construction des villes pour
la vie des citoyens. En plus, nous avons des conditions bénéfiques pour les crédits immobiliers avec un taux de crédit de 2,5% et plus de 50 000 de familles ont déjà bénéficié. Et déjà, nous avons élargi ce programme pour l'Extrême-Orient. Non seulement les jeunes familles de l'Extrême-Orient qui peuvent bénéficier, mais aussi les médecins, les professeurs, indépendamment de leur âge. Je rappelle que ce programme est prévu jusqu'à 2024 et vu la demande et l'efficacité de ce programme, je propose de la prolonger jusqu'au 2030 minimum. Et j'espère que les citoyens de l'Extrême-Orient vont l'apprécier. Merci. Et une décision à part qui concerne le soutien des jeunes professionnels qui arrivent à l'Extrême-Orient. Parce que quand ils finissent leurs écoles supérieures et quand ils cherchent du logement, nous allons construire 10 000 d'appartements pour la location avec le taux de location qui sera beaucoup moins cher par rapport au taux du marché grâce aux subventions du budget fédéral de l'Extrême-Orient. Le gouvernement a déjà prévu cette mesure. Je demande que toutes les mesures soient prises immédiatement pour que la construction des appartements de location soit entamée le plus vite possible. En plus, il faut que les appartements soient liés directement avec les projets de développement des villes de l'Extrême-Orient. Il faut que ces logements soient vraiment demandés, il faut qu'ils soient confortables pour les gens. Parce que les régions de l'Extrême-Orient, comme des 12 autres régions russes, ont la pénurie de la main-d'œuvre. Et pour intensifier l'implication du personnel, il y a encore d'autres pas importants à prendre. Donc, d'ici 2030, dans les écoles professionnelles de l'Extrême-Orient, nous allons ouvrir plus de 9000 écoles professionnelles et nous allons lancer 29 clusters de développement professionnel. En plus, pendant l'embauche des jeunes professionnels, les milieux d'affaires vont bénéficier des avantages lors de leur embauche. En plus, nous allons améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Tout d'abord pour attirer les professeurs et pour intensifier la base matérielle, pour stimuler par des subventions la science pratiquée dans les écoles supérieures et aussi pour assurer le développement de l'agenda technologique aussi au sein des universités de l'Extrême-Orient parce que ces programmes font la connexion entre les écoles avec les écoles supérieures du pays comme l'Université technique de Saint-Pétersbourg, l'Institut de l'aviation de Moscou et d'autres. Nous allons soutenir bien sûr cette direction de coopération. Ensuite, pour former les professionnels de la culture et des arts, nous allons ouvrir les succursales des écoles supérieures, des théâtres, des arts de Moscou et des autres à l'extrême-orient. Et je demande au ministère de prêter l'assistance. Parce que dans le cadre du développement de l'extrême-orient, nous voyons des mesures pour développer les compétences. Et grâce au soutien des agents d'initiative, nous allons lancer le projet. Allons travailler ensemble dans le cadre duquel les participants pourront bénéficier des mesures de soutien pour ouvrir et commencer leurs affaires. Et nous allons réfléchir pour le mettre à l'échelle. Et j'aimerais signaler le programme de formation des dirigeants de nouvelles générations parce que nous allons éduquer les nouveaux effectifs pour faire passer le focus sur les instituts de développement de l'Extrême-Orient. Nous avons déjà lancé ce programme et je demande aux dirigeants de toutes les régions de l'Extrême-Orient d'y participer activement. Chers collègues, en conclusion, j'aimerais souligner encore une fois que l'économie mondiale globale, tous les systèmes des relations économiques passent à travers étape complexe, mais quand même, je suis sûr que la logique de l'avantage réciproque mutuel qui est soutenue par nos pays, dont les représentants nous voyons ici, va dominer et surtout l'utilisation et des avantages bénéficiant de la région Asie-Pacifique et la coopération bénéfique va ouvrir des conditions et des opportunités gigantesques. Nous sommes prêts à la coopération bilatérale au bien-être des peuples et nous remercions nos partenaires pour leur participation à ce travail. Merci beaucoup de votre attention.